Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, je vous emmènerai à la campagne où le dimanche est loin d'être une journée de tout repos. Mais d'abord, je vous propose de suivre une enquête, ou plutôt une contre-enquête. Depuis 2012, Fabrice Da Silva, agent immobilier en région parisienne, est accusé d'avoir commandité le meurtre de son associé. Et à quelques heures de son passage devant une cour d'assises, ce père de famille continue de clamer son innocence. Alors pour se disculper, il a fait appel à un criminaliste, Roger-Marc Moreau, un détective privé qui a en fait refait l'enquête en parallèle de celle de la police. L'homme a contribué à une vingtaine d'acquittements, dont celui d'Omar Haddad. Nous avons exceptionnellement pu suivre cette affaire jusqu'au verdict. Innocent ou coupable, c'est un grand reportage de Michel Fine et David Geoffrion. Tu mets des petites calottes ou un petit prince encore? Est-ce qu'il a pris son petit déjeuner, le chien? Oh. Et aujourd'hui, t'es sage, Nounou, chez Tata. Ah, Nounou? Tata, hier, elle était contente. Elle a dit presque plus de crise. Oh. Ah oui. Bah. Tiens, tiens. J'entends un petit bébé par là. Oh là là, bonjour. Cela ressemble à un petit matin comme les autres. Réveiller les enfants, les préparer pour partir à l'école, la routine d'une famille. Qu'elle a un 3, qu'elle a un 3. Qu'elle a un 4? Qu'elle a un 4. Non. Mais pour Sabrina et Fabrice Da Silva, aujourd'hui est un jour un peu particulier. Oh là là. Aucun des deux n'a vraiment dormi. On n'a pas le temps. Allez, il est 7h06. Allez, viens mettre tes chaussures parce qu'on va être en retard, Nounou. Allez, viens. Dans 2 heures, Fabrice est convoqué devant une cour d'assises pour la première fois de sa vie. Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat de son associé, Bandiougu Diawara. C'est très grave. Ouais, ce sont des faits qui sont très graves. Ça fait plus de 6 ans que je clame mon innocence. Vous risquez combien? Bah, c'est la peine maximum. Il n'y a pas pire. C'est 30 ans. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous dites que je risque 30 ans? Je me dis que c'est une mauvaise histoire. Je me dis que ça va passer. C'est pas possible. Je me dis que voilà, il y a forcément quelque chose qui va faire que c'est... Enfin, c'est juste pas possible. Ça fait quand même longtemps que j'attends ça, donc je me dis, voilà, aujourd'hui on y est, c'est parti, faut y aller. Dans son affaire, Fabrice a fait 15 mois de prison. Puis il a été libéré en attendant le procès. La justice a estimé à l'époque que les charges n'étaient pas assez solides. Fabrice comparaît donc libre. Et il pense qu'il a une bonne chance d'être acquitté. Ce matin, pour le premier jour, il est en avance. Il découvre la salle de la cour d'assises. Il veut ressentir l'ambiance. Un peu tendu là quand même. On est dans la salle, ça y est, c'est parti. Ces ambiances comme ça, commissariat, tribunaux, c'est vraiment... ça me coupe le souffle. Pendant une semaine, l'avenir de Fabrice Da Silva va se jouer ici. Mais les choses ne vont pas forcément se passer comme prévu. J'ai rencontré Fabrice Da Silva la première fois, il y a 2 ans, par l'intermédiaire de Roger-Marc Moreau. Un criminaliste connu qui a déjà fait innocenter des dizaines de personnes. Le dossier le plus célèbre sur lequel il est travaillé, Omar Haddad, ce jardinier du sud de la France, accusé d'avoir assassiné sa patronne. Dans l'affaire Da Silva, c'est la compagne de Fabrice qui a contacté Roger-Marc Moreau en 2013. Elle me dit, mon mari, mon compagnon est victime d'une erreur judiciaire. On l'a jeté en prison, on l'a accusé à tort.
aidez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Il est en prison, je suis désespéré. Quand je vais prendre connaissance des détails du dossier, de cette affaire, je vais m'apercevoir finalement qu'il y a un immense vide, qu'il n'y a aucune preuve. Je vais m'apercevoir que c'est une instruction menée uniquement à charge, qu'il y avait des pistes évidentes qui n'ont pas été suivies. Et je vais également trouver des anomalies, des failles. J'ai écouté Roger-Marc Moreau, mais j'ai voulu me faire ma propre opinion. Je me suis plongé dans le dossier et je suis arrivé à la même conclusion que le criminaliste, car les incohérences semblaient nombreuses dans la procédure. Alors, j'ai repris l'enquête. Pourquoi Fabrice Da Silva aurait-il fait assassiner son ancien associé, Bandiougou Diawara? N'y avait-il pas d'autres pistes? Afin de comprendre, j'ai suivi la trace de Ben, comme on l'appelait, jusqu'à Trappes, sa ville d'origine. Et ici, il était très connu? Je le connaissais, tout le monde se connaît, c'est mon petit frère. Il était connu comment? Bien, comme tout le monde. Respecté, et respecté. Quand nos mères avaient besoin de lui, il était là, vice versa. Derrière ce portrait angélique, je me suis vite rendu compte que la réalité était beaucoup plus complexe. Car l'associé de Fabrice Da Silva avait un lourd passé, comme me l'a expliqué Pascal Bruel, son ancien avocat. C'est un type qui n'avait pas peur de grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose qui l'impressionnait. Il fallait monter au feu, il montait au feu. Et encore une fois, je veux dire, c'est pas quelqu'un qu'on impressionnait comme ça. Fabrice Da Silva a-t-il vraiment fait assassiner son ancien associé? Bandiougou Diawara n'aurait-il pas été rattrapé par son passé? L'histoire commence en 2006. Fabrice Da Silva est agent immobilier. Il travaille en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Et les affaires marchent plutôt bien. Jusqu'au jour où des amis qui travaillent dans le même secteur lui présentent Bandiougou Diawara, dit Ben, 32 ans. L'homme se présente comme apporteur d'affaires. Il m'avait proposé de faire une association avec moi pour pouvoir vendre des biens d'une personne qui voulait lui donner plusieurs biens à vendre. Et donc j'étais entièrement d'accord sur cette association. Très vite, Bandiougou Diawara et Fabrice Da Silva deviennent plus que des associés, des copains. Voilà, j'allais manger chez lui, il est venu manger chez moi. On se connaissait quand même bien. On est déjà partis ensemble en vacances. Au point que 4 ans plus tard, Ben invite Fabrice et Sabrina à son mariage. Ben est un garçon charismatique, jovial, sympa. Mais derrière les apparences se cache un autre personnage. Un jour, il finit par avouer à Fabrice Da Silva qu'il a fait de la prison pour trafic de drogue. Je savais qu'il avait un passé, mais pour moi c'était effectivement du passé. Il voulait refaire une nouvelle vie et avancer de l'avant justement dans sa nouvelle vie actuelle. Pourtant, dans sa nouvelle vie, Ben a gardé quelques vestiges de son passé. Un jour, il demande à Fabrice de lui rendre un service. Il déménage, il change d'une maison à un appartement, donc beaucoup plus petit, et il me confie quelques affaires. Dans ces affaires, il y avait un fusil et un pistolet et des cartouches. C'est ce fusil-là? Oui, c'est ça. C'est à peu près un modèle comme ça. Ouais. C'est ça. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez? Je l'ai gardé.
Il m'a dit voilà, c'est des choses qui sont en règle, d'époque, que j'avais, c'est pour ça que je les garde, donc voilà. En acceptant de garder le fusil, Fabrice Da Silva commet sa première erreur. Car l'arme n'est pas déclarée. Et pour cause, c'est un fusil à pompe à canon scié, une arme illégale. Fabrice ne cache pas le fusil, au contraire. Il le montre à son meilleur ami, Michel. Il veut l'impressionner. Il me dit mais t'es complètement fou d'avoir ça, range-le, enlève-le de chez toi. Et il le touche, vous le manipulez, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'avais en main. Après, je suis pas sûr qu'il ait touché le fusil ou qu'il ait pris dans ses mains, parce que à la vue du fusil, déjà, il était déjà paniqué. Vous l'aviez en main? Ben, je l'avais pris dans mes mains. Fabrice Da Silva assure que Ben a récupéré son fusil 2 ou 3 semaines plus tard. Voilà. Et combien de temps ça? Moins d'1 an après, le 13 décembre 2010, Bandiougou Diawara passe voir Fabrice chez lui. Il est environ 22h30, 1 heure avant le meurtre. Fabrice affirme que c'est la dernière fois qu'il le voit. Il était venu chez moi pour me ramener les clés d'un appartement dont je m'occupais pour lui faire des locations sur le Péreux. Il était comment? Il était plutôt bien. Il rentrait du sport, il était plutôt bien. Et ensuite? Et ensuite, il est parti et j'ai appris son décès quelques jours après. L'info capitale à Paris, en Ile-de-France. Un homme a été abattu cette nuit à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. La victime, identifiée en fin de matinée, était connue des services de police pour plus d'une quinzaine d'affaires, dont trafic de stupéfiants et séquestration. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de Paris. Le 14 décembre, les enquêteurs de la crime arrivent sur place vers 2 h du matin. Le procès-verbal de constatation décrit ainsi la scène de crime. Il fait nuit noire. Le temps est glacial, humide et venteux, moins 3 degrés. Une fine pellicule de neige recouvre par endroits un sol totalement verglacé. Ces rudes conditions atmosphériques rendent particulièrement difficile le bon déroulement de nos opérations d'investigation. Le corps de Bandiougou Diawara est découvert à côté de sa voiture, au milieu de la route. Sur le siège avant, un fusil à pompe à canon scié, pas n'importe lequel, celui qu'il avait laissé chez Fabrice. Pour les enquêteurs, c'est l'arme du crime. Le crâne de Bandiougou Diawara a été défoncé avec la crosse du fusil. Sur le sol, une douille de calibre 12. Ben a été tué à terre, d'une balle dans le thorax. Mais une chose intrigue les policiers. Au niveau du torse, ses vêtements ne portent pas de traces de balles, comme s'il avait dû relever son sweatshirt avant d'être tué. Le dernier indice est découvert dans la poubelle, à côté de la scène de crime. Une paire de gants chirurgicaux et un masque. Les auditions commencent dès le lendemain. Au 36 quai des Orfèvres, les policiers convoquent la famille de Bandiougou Diawara, puis ses amis, parmi lesquels Fabrice Da Silva. Il est le dernier à avoir vu Ben. Et là, j'explique, donc je réexplique que j'ai vu Ben, qui rentrait du sport, qui m'avait envoyé un SMS, qu'on devait se rencontrer, qu'il devait passer à la maison, qu'on s'est vu devant chez moi, et que j'étais ressorti un peu plus tard pour aller voir un ami chez lequel j'avais l'habitude d'aller. L'ami chez qui Fabrice est allé, c'est Michel, celui à qui il avait montré le fusil. Pourtant, quelques mois après, dans un rapport de synthèse, un policier de la brigade criminelle résume l'audition en écrivant « Da Silva Fabrice niait le fait d'être sorti juste après le départ de Ben. » Or, sur procès verbal, Fabrice a dit le contraire.
Pourquoi les policiers disent que vous niez le fait? La synthèse est fausse. C'est pas possible. C'est dans les déclarations. C'est acté, c'est écrit. J'ai pas nié. J'ai dit que j'étais ressorti. Je suis ressorti, j'ai rien à cacher. Je l'ai toujours dit. Sauf qu'ils ont toujours voulu essayer de me faire dire que j'avais menti sur ça. Que j'avais menti sur mon emploi du temps. Que j'avais menti en disant que j'étais pas ressorti. Selon un responsable de l'enquête que j'ai contacté à la brigade criminelle, le policier qui a rédigé le PV de synthèse a commis une erreur. Seulement, cette erreur fait de Fabrice Da Silva le suspect numéro 1. D'autant que quelques temps plus tard, un nouvel élément renforce les soupçons. L'ADN de son meilleur ami, Michel, est retrouvé sur la gâchette du fusil, mélangé avec celui de Bandiougou Diawara et avec un autre ADN inconnu. La brigade criminelle pense avoir identifié le tueur. Alors, elle échafaude un scénario. Fabrice Da Silva aurait commandité le meurtre, Michel l'aurait exécuté. 1 an et demi après le crime, le 22 mai 2012, ils sont tous les deux interpellés. En garde à vue, ils peuvent être assistés par un avocat. C'est un droit, pas une obligation. Et les policiers vont jouer sur la nuance. Ils m'ont dit, vous n'avez pas besoin d'avocat. On va faire ensemble, ça va aller vite, ce sera vite bouclé. J'ai pas pris d'avocat pendant ma garde à vue. Sans avocat pendant la garde à vue, Fabrice Da Silva commet sa deuxième erreur. Cette fois, il va vraiment mentir, et sur un élément très important. Qu'est-ce que vous avez raconté? Que j'avais jamais vu Ben en possession d'armes et que je n'avais jamais eu en ma possession des armes. Vous mentez. C'est vrai. Devant la brigade criminelle. Oui. Vous mentez, c'est que vous avez quelque chose à cacher. Qu'est-ce que je vais cacher? Cette arme, je l'ai eue en ma possession 1 an avant. Je pense que si j'avais eu les armes quelques mois avant son décès, j'aurais vraiment dit, ouais, il est venu me déposer des armes, il y a un problème. Je savais pas du tout à ce moment-là que c'était l'arme du crime. Ils vous présentent pas l'arme du crime. Ils vous demandent si vous avez déjà vu Ben avec une arme ou est-ce que vous avez déjà été en possession d'une arme. Ils vous disent pas c'est l'arme du crime. Le problème, c'est que dans la pièce à côté, Michel, lui, avoue avoir vu un fusil à pompe chez Fabrice Da Silva. À partir du moment où vous avez proféré le premier mensonge... C'est fini, vous êtes enfermé dans un couloir. Voilà, vous n'allez pas dire juste après, bah non. Bah non, en fait, j'ai eu des armes. Et là, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je regrette. Je regrette énormément, j'aurais dû dire les choses tout de suite. En plus, il y avait rien à cacher. Fabrice Da Silva finit par avouer qu'il a bien eu les armes de Bandiougou Diawara. Et là, les policiers abattent leur dernière carte, la téléphonie. On me dit que j'ai borné sur la scène du crime. Et là, c'est-à-dire que votre téléphone est localisé sur la scène de crime? C'est ça. Au moment du crime? Non, après. Après? Ouais. Preuve supplémentaire ou terrible hasard? Effectivement, 1 demi-heure après le meurtre, le téléphone de Fabrice Da Silva active cette antenne. Elle couvre la scène de crime, mais aussi la maison de Michel, chez qui Fabrice dit s'être rendu vers minuit. Et vous répondez quoi quand on vous dit? Je leur dis que c'est pas possible. Ils me disent, mais si, c'est possible, il y a la téléphonie qui parle, voilà, vous étiez là-bas. Et là, je me dis, c'est un traquenard. Enfin, je veux dire, c'est horrible. C'est pas vivable, vous comprenez rien. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Je suis dans un cauchemar. Et là, vous partez en prison? Direct. Selon la thèse des policiers, Fabrice Da Silva n'aurait jamais rendu le fusil à Ben. Il l'aurait remis à son ami Michel, avec ordre d'abattre Bandiougou Diawara. Le mobile serait l'argent. D'après certains amis de Bandiougou, Fabrice Da Silva lui devait une forte somme.
ce qu'il a toujours nié formellement. Pour les enquêteurs, l'arme, la téléphonie, l'argent, tout l'accuse. Fabrice Da Silva ne sait plus comment prouver son innocence. Il a alors une idée qui va tout changer. Avec plein de couleurs. Fabrice Da Silva est accusé du meurtre de son associé, Bandiougou Yawara. Persuadé que l'enquête de police n'a pas été correctement menée, il décide de changer de stratégie. Qu'est-ce que vous décidez? Je décide de prendre un enquêteur privé. Il y a des failles dans le dossier. Il faut qu'il y ait une personne qui prenne le dossier en main, qui commence à regarder, à chercher, à faire le travail de la police. C'est à ce moment-là que Fabrice Da Silva engage le criminaliste Roger-Marc Moreau. Quand il reprend l'affaire, Roger-Marc Moreau se rend avec sa collaboratrice sur la scène de crime. Et très vite, il émet une hypothèse inverse de celle des policiers. Selon lui, Bandiougou Yawara a bien récupéré son fusil chez Fabrice Da Silva. Mais il pense que Ben n'a pas été abattu avec son arme. Donc je pense que Yawara a pris son arme qui ne fonctionnait pas réellement, elle n'était pas chargée, il a voulu simplement impressionner les personnes qui sont venues et ces gens, eux, savaient que l'arme n'était pas chargée et eux étaient armés avec le même type d'arme. Et c'est ainsi qu'ils vont le contraindre, sortir du véhicule automobile, le frapper avec sa propre arme qu'il tenait encore à la main et l'abattre, mais avec une deuxième arme. Roger-Marc Moreau pense que l'arme n'a pas tiré. Il lui faut maintenant le démontrer. Pour cela, le criminaliste se base sur le rapport d'expertise balistique du fusil. Page 22, il est noté « Un écouvillonnage du canon du fusil a été effectué. Il n'a pas permis la mise en évidence de traces de résidus de tir consécutives à l'utilisation de l'arme. » En clair, il n'y aurait aucune trace de poudre dans le canon. Roger-Marc Moreau et son associé se demandent si après un tir, c'est techniquement possible. Pour avoir la réponse, il s'adresse à des experts. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur, Roger-Marc Moreau, enchanté. Monsieur Lezo. Thierry Lezo et Didier Saunois ont passé 30 ans au sein d'unités d'enquête de la gendarmerie. Aujourd'hui, ils sont experts privés, notamment en recherche ADN et en balistique. Alors, ça c'est le même type d'arme exactement qui a été utilisée dans cette affaire. C'est-à-dire un fusil à pompe à canon scié. Ce sont des armes de voyous, utilisées par les gangsters. La plupart du temps, ils vont prendre une véritable arme complète. Ils vont simplement scier le bout du canon. Ils vont également scier la crosse de manière à avoir une arme plus courte, avec une meilleure prise en main. Donc ça permet, dans un premier temps, de mieux dissimuler une telle arme, de le transporter sur soi sans que ce soit visible. Vous pouvez rentrer ainsi dans une banque, un magasin, et après vous pouvez vous en saisir. Ce qui est intéressant également sur ce type d'arme, et c'est le but, pourquoi est-ce qu'il coupe, c'est la dissimulation sous un manteau comme vous venez de le faire, mais c'est également ce qu'on appelle la prise en main. La prise en main, ça permet d'avoir comme une crosse de pistolet ou de revolver et de le tenir comme ça. Et puis dans un véhicule, pour un transport, dans un sac, vous transportez ça très facilement, beaucoup moins l'arme complète. Donc c'est vraiment fabriqué pour faire finalement des attaques à main armée ou des meurtres. On va tirer exactement le même type de balle que celle qui avait été utilisée. Exactement. Donc c'est une Brenneck de calibre 12. Et on la voit très bien ici. Donc ça, particulièrement dangereux, bien sûr, puissant. Et là, utilisé habituellement pour tuer le gros gibier. Exactement, sanglier, bien sûr. Là, si vous touchez votre victime avec ça, très peu de chances de s'en sortir. Donc pour vérifier que ça laisse bel et bien des résidus de tir, on va peut-être s'assurer auparavant, est-ce que cette arme, il n'y a pas déjà des résidus de tir dedans? Est-ce qu'elle a bien été nettoyée?
Donc là, il est parfaitement blanc, on voit qu'il n'y a pas de résidu de tir. Donc on va voir après un tir ce que cela donne. Voilà, exactement. Le fusil à canoncier est une réplique utilisée pour le cinéma. Elle ne peut pas tirer. Les experts vont donc faire les essais avec l'autre fusil à pompe. Vous avez vu même après le tir, quand la cartouche s'éjecte, vous avez vu la fumée qui sort encore. Ça, c'est du résidu de tir aussi. Donc on va pouvoir vérifier s'il y a des résidus de tir. Ah oui, bien sûr. Donc on s'aperçoit là qu'il y a des traces. Ce sont les résidus de tir. Bien évidemment. La démonstration est faite. Vous avez vu tout à l'heure un écouvillon qui est mis dans le canon d'une arme nettoyée. Il n'y en a pas, il est blanc. Vous voyez là, après un tir, ce que ça peut donner. Ça, ce sont des résidus de tir, issus de la combustion de la munition. Donc lorsque l'on nous dit qu'il n'a pas été décelé de résidus de tir, c'est que cette arme, manifestement, n'a pas tiré. Oui, donc l'arme n'a pas servi. Selon ces experts, l'arme n'aurait donc pas tiré. Mais Roger-Marc Moreau doit encore résoudre une énigme. Comment l'ADN de Michel, présenté comme le tueur, a-t-il pu se retrouver sur la gâchette de l'arme si elle n'a pas tiré? Souvenez-vous, ce fusil, Bandiougou Diawara l'avait confié à Fabrice Da Silva le temps de son déménagement. Et Fabrice Da Silva l'avait montré à Michel. Moi, je l'avais en main. Après, je suis pas sûr qu'il ait touché le fusil ou qu'il ait pris dans ses mains, parce que à la vue du fusil, déjà, il était déjà paniqué. C'est exactement ce que Michel a déclaré aux policiers. Il ne se rappelle pas avoir touché l'arme. Alors, que s'est-il passé? Les experts auxquels Roger-Marc Moreau a fait appel émettent une hypothèse. Cela s'appelle la contamination, ou encore l'ADN de contact. C'est connu aujourd'hui, hein, l'ADN de contact. Chaque individu perd environ par minute une dizaine de cellules. Oui, il perd des cheveux, on postillonne, etc. On se serre la main ensemble. Voilà, nous serrons la main, on échange les cellules. Je touche la tasse. Maintenant, cette tasse, vous l'avez jamais touchée. Et pourtant il y a votre ADN dessus. Et là, maintenant, je commets un meurtre avec cette tasse. Je tue mon collègue. Eh bien, vous serez accusé d'un meurtre que vous n'avez pas accusé. Eh bien, voilà. Alors, imaginons dans notre affaire qui nous intéresse, lorsqu'ils ont découvert les armes, Da Silva va les toucher. Mais auparavant, il avait accueilli son ami qui était venu chez lui. Il avait très probablement serré la main. On peut imaginer que c'est Da Silva lui-même qui va déposer l'ADN de sur la détente de l'arme. C'est possible. C'est probable, c'est possible. Ça peut être envisageable, évidemment. Surtout qu'on a retrouvé vraiment en quantité infime cet ADN. D'autant plus. Ça peut correspondre à un ADN de transfert. Ça pourrait être un ADN de transfert. Il faut rester prudent sur l'ADN. Hein. C'est pas parce qu'on retrouve l'ADN sur une scène d'infraction que c'est obligatoirement l'ADN de l'auteur de l'infraction. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, le propriétaire de cet ADN était peut-être présent sur la scène, ou peut-être que son ADN a été transporté sur la scène. Est-ce que ça a été bien fait? Le résultat de la contre-enquête de Roger-Marc Moreau est transmis à la cour d'appel par l'avocat de Fabrice Da Silva. 15 mois après son arrestation, coup de théâtre. Devant ces nouveaux éléments, la justice libère Fabrice Da Silva et son ami Michel. Mais ils ne sont pas innocentés pour autant. Fabrice et Michel seront bien jugés pour le meurtre de Bandiougou Diawara. Leur procès s'ouvre le 30 novembre 2018 au tribunal de Bobigny. Il va durer 6 jours. Fabrice Da Silva a désigné pour le défendre Sylvie Noakovic, une avocate connue. Je suis là. C'est dur. Ça a une pression.
Non, non, faut pas. Pas de pression. Hein. Tout va bien. À quelques mètres de Fabrice, son meilleur ami Michel, celui qui est accusé d'avoir abattu Bandiougou Diawara. Il ne veut pas me parler, il refuse d'être filmé. Michel a vendu tout ce qu'il avait pour se payer les services d'une star du barreau, Éric Dupond-Moretti, alias Akitator. Je traîne un âne mort, hein. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, présentez-vous. Moi, bonjour d'abord. Je vais vous poser une petite question tout à l'heure. Non, pas un mot, moi, pendant le premier procès. À la sortie, si vous voulez, au verdict, si vous voulez, mais vraiment. La famille de Bandiougou Diawara, elle aussi, refuse de s'exprimer. Seul, un ami accepte de me répondre, anonymement. Comment il était, Ben? Bah voilà, c'était quelqu'un de serviable, gentil. Quand on avait besoin de lui, il était toujours là. Et voilà, souriant, toujours sportif, les deux. Il avait une vie compliquée, Ben. C'est-à-dire compliqué, madame. C'est un ancien trafiquant de drogue. Dans le milieu où on vit, voilà, après, trafiquant, c'est un gros mot, madame, mais on essaie de s'en sortir comme on peut, c'est pas une raison, comme je vous dis. Mais voilà... Vous voulez quoi avec ce procès? Notre frère, il est parti. Il n'y a rien qui pourrait le faire revenir. Voilà, on aimerait bien avoir la vérité, qu'ils ne soient pas acquittés et qu'on est dans le flou, quoi. Voilà. Sylvie Noakovic et Éric Dupond-Moretti, eux, ont bien l'intention de faire acquitter leurs clients. Ils n'ont que quelques jours pour tenter de démonter un par un les éléments de l'accusation. Ce procès est complexe en ce sens que c'est un vrai défi de faire comprendre aux jurés que la justice peut se tromper. C'est une vigilance de tous instants. On ne peut pas baisser la garde, jamais. C'est toute la difficulté. Pour préparer ce procès, Sylvie Noakovic a travaillé avec Roger-Marc Moreau, le criminaliste. Il sera là tous les jours. J'ai prévu de faire citer à comparaître avec Maître Noakovic des experts, des témoins. D'autre part, on va démonter même les éléments matériels, de faux éléments matériels qui ont été mis en exergue par les services de la police judiciaire. Les faux éléments, pour le criminaliste, c'est d'abord l'arme présumée du crime. Selon lui, elle n'a pas tiré. C'est ensuite l'ADN de Michel. Ce n'est pas parce qu'on l'a retrouvé sur la gâchette qu'il est forcément le tueur. Pour démontrer ces hypothèses, Sylvie Noakovic va livrer à l'audience une bataille d'experts. Le premier spécialiste appelé à la barre est l'expert en balistique. Il est entendu en visioconférence. Bonjour monsieur, nous allons commencer dans quelques minutes, je vous demanderai de patienter. C'est cet expert qui a examiné l'arme de Bandiougou Diawara et qui n'a pas trouvé de poudre dans le canon. Devant la cour, il fait un demi-aveu. Il est étonnant, admet-il, qu'il n'y ait pas de traces de poudre dans le canon de l'arme supposée du crime. Mais il ne va pas plus loin. Malgré tout, c'est une petite victoire. Ce n'est pas la seule. Après la balistique, l'expert en génétique. Celui-ci a été cité par Sylvie Noakovic et il fait une révélation. Selon lui, l'ADN sur la gâchette est de mauvaise qualité. Il est impossible d'affirmer qu'il a été déposé par Michel. Il pourrait appartenir à des centaines de milliers d'autres personnes.
Franchement, Ça, votre lumière d'expert, c'est vrai. c'était extrêmement clair. Aucun expert n'est aussi clair. La défense vient de marquer un deuxième point. Et elle va bientôt en marquer un troisième. Car le fusil n'a pas livré tous ses secrets. En l'examinant, les experts ont découvert d'autres ADN. Et pour Sylvie Novakovic, cela démontre qu'une fois encore, la brigade criminelle n'aurait pas fait son travail. En étudiant le dossier, et notamment les différentes expertises, je me suis aperçu qu'il y avait un ADN qui n'avait jamais été recherché. C'est-à-dire, en fait, ça appartient à une personne, un individu, mais personne ne sait à qui ça appartient. L'ADN en question a été retrouvé à 2 endroits, et pas n'importe où. À l'intérieur de la chambre de chargement du fusil, là où on introduit les cartouches. Mais aussi sur les gants de chirurgien jetés dans la poubelle avec un masque, à côté de la scène de crime. Pour Sylvie Novakovic, l'ADN est peut-être celui du tueur. En portant un masque et des gants, il aurait donc tenté d'effacer ses traces. Problème, cet ADN n'a jamais été exploité dans le fichier des empreintes génétiques. Cet ADN, c'est là où c'est scandaleux, n'a été comparé à aucun individu. Devant la cour d'assises, le directeur d'enquête de la brigade criminelle est obligé de reconnaître qu'il est passé à côté d'un élément essentiel. Roger-Marc Moreau est satisfait. J'ai trouvé que tu as réussi à vraiment démontrer l'incurie des enquêteurs déjà. Oui. La police, qui n'a pas fait son travail. Je crois que ça a été clairement mis en évidence. Hein. Ah ben là, ils ont même eux-mêmes reconnu leur propre carence. Oui. Donc là, je suis très contente. Et j'ai rarement vu d'ailleurs des officiers aussi gênés quand on leur pose des questions. Pour Fabrice Da Silva et Michel, les audiences commencent bien. Et ce n'est pas fini. Demain, le procès va connaître un rebondissement grâce à la dernière trouvaille de Roger-Marc Moreau. Le criminaliste a longuement préparé cette audience avec Fabrice Da Silva. Car il veut faire citer un témoin important, un ancien commissaire de la brigade des stupéfiants. En lisant le dossier, Roger-Marc Moreau a découvert que Bandiougou Diawara avait plusieurs vies. Pour les uns, il était apporteur d'affaires dans l'immobilier. Pour les autres, ancien trafiquant de drogue. Mais pour d'autres encore, c'était un indique, un informateur de police. J'ai appris que c'était l'un des plus importants informateurs des services de police judiciaire. Autrement dit, il a dénoncé un grand nombre de personnes. La rumeur qui courait sur Trappes, c'était que c'était un indique. À partir de là, bien évidemment, il se savait condamné à mort. Selon un ami de Ben, 2 jeunes trafiquants de Trappes le recherchaient activement. Ils soupçonnaient Bandiougou Diawara de les avoir balancés à la police. C'est ce qu'il a confirmé dans sa déposition. Il y avait un dénommé un tel, un rebeu, il y a un dénommé un tel, un black. Je sais qu'ils disent tous les deux que Ben est une balance. Je ne sais pas s'ils ont fait de la prison à cause de ça ou pas. Je sais qu'un tel s'est battu avec Ben juste avant son mariage. Ils sont allés faire un tête-à-tête dans les caves. Il aurait eu le dessus ce jour-là. Je crois qu'ils ne sont plus jamais recroisés. D'ailleurs, Ben ne voulait plus côtoyer ces gens-là. Il m'avait dit de ne pas dire où il résidait. Il a des altercations avec ces gens-là en permanence. On les voit apparaître à plusieurs reprises. Leurs noms figurent dans la procédure, mais jamais ils ne seront auditionnés. Jamais aucun acte, aucune vérification. On ne va pas aller questionner leurs voisins, on ne va pas sortir leurs fichiers, on ne fera rien concernant ces personnes. En continuant à lire le dossier, Roger-Marc Moreau est intrigué par un autre document. En perquisitionnant chez Bandiougou Diawara, les enquêteurs ont trouvé la preuve qu'il était bien informateur. Caché dans son livret de famille, 4 photos d'identité judiciaire. Des clichés pris par des policiers, numérotés, comme s'ils avaient demandé à Bandiougou Diawara d'identifier les hommes sur les photos.
C'était des personnes du grand banditisme, des personnes également très dangereuses. Par conséquent, immédiatement, les enquêteurs vont penser que ça pouvait être un indicateur de police et ils vont vérifier sur le fichier national des indicateurs de police, car il y a un fichier qui recense les indicateurs. Or, il figurait au fichier. Et sur ce fichier, il va y avoir son officier traitant. Cet officier traitant va être contacté. Et cet officier traitant va confirmer qu'il s'agissait d'un indicateur actif et qu'il l'utilisait, qu'il avait effectivement été mis sur plusieurs affaires. Mais bizarrement, on ne va pas lui poser sur quelles affaires et qui pouvait donc lui en vouloir, qui il pouvait avoir dénoncé, qui pouvait avoir voulu le tuer. Combien de trafiquants Bandiougou Diawara aurait-il dénoncé? Certains parmi eux étaient-ils susceptibles de se venger? Roger-Marc Moreau va bientôt avoir les réponses à toutes ces questions. Dans quelques minutes, l'officier traitant de Bandiougou Diawara est convoqué par la cour d'assises. À la cour d'assises de Bobigny ce matin est programmée une audition que Roger-Marc Moreau attend depuis longtemps. Celle de l'ancien officier traitant de Bandiougou Diawara. C'est ce policier des stupes qui l'a recruté comme indique. À la barre, l'officier traitant explique qu'entre 2006 et 2008, Ben lui a balancé 3 ou 4 belles affaires. Il confirme surtout que parmi les trafiquants qu'il a dénoncés, il y avait les 2 jeunes de Trappes qui le recherchaient. À cause de lui, ils ont fait plusieurs années de prison. L'information est capitale. À la sortie de la salle d'audience, le policier des stupes va me livrer une information qu'il n'a pas donnée à la cour d'assises. Elle concerne la mort de Bandiougou Diawara. Bonjour. Vous êtes dit quoi quand vous avez su qu'il était mort? Ouais, ça pouvait être lié aux informations qu'il avait pu me fournir. Et je sais pas, madame. Non, je sais pas, j'attends de la cour d'assises de prendre une position, quoi, voilà. Donc, en espérant que ce soit les bons, que ce soit les condamnés. Vraiment, je ne connais pas le dossier. Vous connaissez le milieu, vous avez forcément votre petite idée. Vraiment pas. Aucune. J'ai voulu éviter toute interférence, justement, pour pas gêner les investigations, pour pas que ça puisse m'être reproché. Est-ce que... Et juste un truc. Dans le dossier, ils sont cités 3 fois. On donne leur adresse, on donne leur nom, on dit qu'ils recherchaient Bandiougou Diawara, on dit qu'ils lui en voulaient. La crime ne va pas les entendre, elle ne les cherche pas. On fait des demandes d'actes en permanence. C'est normal. normal. Pas d'instruction, j'ai pas d'autorité sur... L'officier traitant de Bandiougou Diawara ne m'en dira pas plus. Voilà, j'espère juste que justice sera faite. Merci. Quelques jours plus tard, un autre policier, un enquêteur de la brigade criminelle, va me faire une autre confidence. Selon lui, au début du mois de décembre 2010, 2 semaines avant la mort de Ben, l'officier traitant et son indique auraient dîné dans un restaurant, cours Saint-Émilion à Paris. Ce soir-là, il se serait fait surprendre par des voyous qui les auraient reconnus. 15 jours après, Ben était assassiné, le sweatshirt relevé sur le torse. Et voilà probablement la réponse aux interrogations des policiers. En demandant à Ben de soulever ses vêtements, les tueurs ont peut-être voulu vérifier qu'il ne portait pas de micro sur lui. En tout cas, les derniers temps avant sa mort, Ben était aux aguets. C'est ce qui ressort de ce témoignage de l'un de ses amis, qui a tenu à rester anonyme. Les derniers temps, il n'était pas tranquille, quoi. Il n'était pas serein. Mais on voyait qu'il était pas bien, quoi. Chose rare, il s'était laissé pousser les cheveux. Et pourquoi il s'est laissé pousser les cheveux? Je sais pas, je peux pas vous dire. D'habitude, il était toujours le crâne rasé, là, il a les cheveux longs, quoi. Pour changer d'apparence? Ouais, peut-être, oui.
Cet homme n'a pas témoigné devant la cour d'assises. Mais au tribunal, jour après jour, beaucoup commencent à se poser des questions. Parmi eux, une avocate, Isabelle Fellenbock. Elle représente l'ex-compagne et les enfants de Bandiougou Diawara. Elle est du côté de la victime, pas des accusés. Pourtant, son opinion est faite. L'enquête, pour moi, elle a été ni fait ni à faire. Quand je l'ai lu, j'ai pensé que c'était un dossier qui était plein de trous et que peut-être que l'audience allait combler les trous. Et là, je ne suis pas certaine que l'audience comble les trous. Donc moi, mon rôle en tant qu'avocate de l'ex-compagne et des 2 enfants de la victime, c'est pas de participer à une erreur judiciaire du tout. C'est qu'une justice soit rendue et qui nous convienne. Et pour l'instant, j'ai 2 sentiments. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mentent ou qui savent des choses très importantes, qui les gardent pour eux. Ça me dérange profondément. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a beaucoup de pistes qui n'ont pas été étudiées. Et maintenant, c'est trop tard. C'est des faits qui datent d'il y a 8 années. Donc j'ai un sentiment de grand gâchis judiciaire. On verra ce que ça donnera vendredi. Mais pour ma part, je refuse de mettre de l'eau à ce moulin-là. Et vous pensez que les gens qui sont là ont peut-être été accusés à tort ? Je n'en sais rien, je ne le dirai pas. Je pense que le dossier n'est peut-être pas suffisamment costaud pour condamner 2 personnes pour des faits d'une telle gravité. Au 4e jour du procès, la défense de Fabrice Da Silva pense qu'un acquittement est possible. Mais Roger Marc Moreau et Sylvie Noakovic savent qu'aux assises, rien n'est joué, jusqu'au verdict. Entre les expertises scientifiques et les histoires d'indices, les débats sont difficiles à comprendre. Et le comportement des jurés les inquiète un peu. Les jurés, je les sens mal concentrés. Ils sont fatigués, on sent qu'ils sont totalement... je dirais, épuisé en fait. Ouais. Ouais. Tout comme, Et c'est très complexe. Des observateurs m'ont dit, on ne sait pas comment ils font pour s'y retrouver. Moi, je crois que la plupart sont noyés, ne comprennent pas l'enjeu, ni ce qui se dit. Sylvie Noakovic partage les inquiétudes de Roger Marc Moreau. Donc là, on a des... Le lendemain, c'est Sabrina, la compagne de Fabrice Da Silva, qui est convoquée pour témoigner. Comme lui, elle a été placée en garde à vue. Comme lui, elle estime que certaines de ses déclarations ont été déformées par la police. Elle a beaucoup de choses à dire. Comment vous sentez ? J'ai peur forcément. J'ai peur, voilà, j'ai envie de pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire, mais l'émotion est tellement forte que j'espère que ça ne prendra pas le dessus. Voilà, on va essayer d'y croire. Après 1 heure d'audition, Sabrina ressort déçue. Elle n'a pas eu l'impression d'avoir été écoutée. Sincèrement, j'ai pas du tout senti la présidente dans une quête de vérité en fait. Et c'est ça en fait qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et comme je lui ai dit quand la première phrase d'ailleurs que je lui ai dit et que j'avais envie de lui dire, c'était justement que même si j'étais hyper mal angoissée, j'étais contente en fait d'un autre côté d'être là pour justement en fait pouvoir m'exprimer. Et en fait, plus je parlais et plus j'avais l'impression qu'en fait, finalement, ça comptait pas vraiment, en fait. Ouais, franchement... Vous êtes confiante ou vous avez peur? Je sais pas. Oui, forcément, j'ai peur, forcément. Je suis effrayée. Je crois qu'à l'annonce du verdict, j'ai même peur de tomber dans les pommes parce que
C'est ma vie, c'est sa vie, c'est la vie de mes enfants, de sa famille, de ma famille, qui est en jeu en fait. C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit on s'en sort, bah, soit on perd tout. Ouais, l'enjeu il est là. Depuis le début du procès, Fabrice Da Silva, lui, n'a pas encore eu droit à la parole. Plus de 50 témoins ont défilé à la barre et la présidente n'a jamais posé de questions aux accusés. Aujourd'hui, à la veille du verdict, c'est à Fabrice Da Silva de parler. Il est 11h15 et il a environ 1 heure pour expliquer que Bendiougou Diawara était son ami, qu'il n'est pas le commanditaire du meurtre, qu'il ne lui devait pas d'argent. Quel sentiment aujourd'hui, on est la veille du verdict? C'est dur, on peut pas... C'est dur, c'est pesant, c'est une ambiance très pesante. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de points. Enfin, c'est dur. C'est dur, même pour la famille de Ben. C'est dur. Même pour eux, ça se voit. J'ai de la peine pour eux. Vous les regardez des fois? Oui. J'ai de la peine, je les vois. Ils me regardent. Enfin, je veux dire, j'ai rien à voir. Je suis innocent. Donc, c'est dur. Et ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse, eux. Ils sont là, il n'y a pas eu d'investigation, dans rien. Il y a des gens qui disent des choses, il y a plein de choses qui n'ont pas été soulevées. Je suis obligé de parler comme ça. Alors qu'il n'y avait pas de litige, il n'y avait pas de problème. Le vendredi 7 décembre 2018, la parole est à l'avocat général. Au terme de 6 jours de procès, il est le premier à parler clairement aux jurés. « On a cherché à vous troubler », dit-il en préambule. Il rappelle que Fabrice Da Silva a menti en garde à vue au sujet de l'arme. Il balaie d'un revers de manche tous les arguments de la défense. Le fait que l'arme n'ait pas tiré, que l'ADN sur la gâchette ne soit peut-être pas celui de Michel, le fait que Bendiougou Diawara ait été recherché par des trafiquants de drogue qu'il avait balancés, rien ne l'a convaincu. Pour Michel, le tueur présumé, il demande 20 ans de prison. Pour Fabrice Da Silva, supposé commanditaire, 18 ans. Ils sont enfermés en salle des témoins en attendant le verdict. Qu'est-ce qui leur arrive s'ils sont condamnés à de la prison ferme? Ah ben ils sont normalement, l'avocat général a requis l'incarcération immédiate. Donc le risque d'une condamnation, c'est que derrière, il y ait l'incarcération. Ils partent en prison ce soir, si jamais ils sont condamnés? Et pour l'instant, je préfère pas parler de ça. Je suis superstitieuse. Au bout de 4 heures de délibéré, une quinzaine de policiers prennent position dans la salle. En droit français, une cour d'assises juge selon son intime conviction. Elle n'a pas besoin de preuves. Est reprise, vous pouvez vous asseoir. La cour d'assises de Bobigny condamne Fabrice Da Silva à 22 ans de prison. Michel à 20 ans
plus que les réquisitions de l'avocat général. C'est pas possible. C'est ça la justice. On va se battre jusqu'au bout, d'accord? On va faire appel. Et en appel, on se battra comme on s'est battu. D'accord? On va se battre jusqu'au bout. Et en appel, on le fera acquitter. On reste ensemble, on reste unis. Et on va se battre autour de lui. Il a besoin de votre force, d'accord? On est tous d'accord? C'est un moment extrêmement difficile, extrêmement injuste. Je conteste cette décision d'une manière formelle et forte. Nous sommes tous outrés par cette décision. C'est pas possible avec tout ce qu'ils ont. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont tout démontés. Et ils sont condamnés. Non mais c'est un truc de malade. Évidemment, je suis effondré ce soir, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a strictement rien pour les condamner. C'est vraiment une décision absurde, injustifiée, stupéfiante. Le procès en appel aura lieu dans 1 an ou 2. En attendant, Fabrice Da Silva et Michel ont fait des demandes de mise en liberté. Elles ont pour l'instant toutes été refusées.